On va commencer. Baya Kasmi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Baya pour cette comédie que j'ai revue avec plaisir pour la seconde fois. Je dis seconde, mais il y aura Ça fait plaisir. Et je voulais commencer par une phrase que prononce Augustin Trapenard. Je ne sais pas si c'est une vraie phrase, la phrase de Philippe Roth, qui dit « Quand un écrivain naît dans une famille, la famille est foutue ». Est-ce que quand une réalisatrice naît dans une famille, la famille est foutue aussi? Ou... J'espère pas. Oh là là, il est fort. J'espère pas. Je fais tout pour que ce soit pas le cas. Mais oui, j'ai... Oui, est-ce qu'il y a un parallèle? Bon, là, c'est effectivement... Il y a bien sûr un parallèle entre... En tout cas, entre mon expérience de scénariste et de metteur en scène et le personnage d'écrivain incarné par Ramzy. C'est une idée de scénario qui vous est venue après votre premier film, après Je suis à vous tout de suite, oui. Qui racontait déjà l'histoire d'une famille. Oui. J'ai l'impression qu'il y a un écho. Oui, il y a un gros écho. Ça vous dérange pas? Est-ce que vous nous entendez si on parle loin? Vaut mieux qu'on parle loin, peut-être. Oui. Merci. Oui, donc cette idée d'écrivain qui a du succès presque malgré lui et qui n'assume pas ce succès et qui n'assume pas vraiment ce qu'il a écrit, vous est venue après votre premier film? Oui, à l'exception du fait que moi, j'ai pas eu de succès. Vous n'avez pas eu le Goncourt avec votre premier film? Non. Mais c'est vrai que oui, déjà, j'ai écrit un film qui s'appelle Le nom des gens. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, qui était réalisé par Michel Leclerc. Qui était réalisé par Michel Leclerc, qui a aussi coécrit ce film. C'était le deuxième film de Michel. Et il se trouve que moi, j'écrivais de la télé, mais je n'avais jamais pu écrire au cinéma. Et puis, quand on s'est lancé dans un film hyper personnel qui est devenu Le nom des gens, presque avec peu d'espoir que ça se fasse, que ça existe, mais en même temps lancé dans cet état d'esprit de se dire en fait, il y a des trucs dans notre histoire personnelle qui sont hyper intéressants, on va en faire un truc. Puis on l'a fait, puis petit à petit, c'est devenu... on a pu le faire, et puis c'est devenu un film qui a eu du succès. C'est ce film-là qui a eu du succès, pas le mien, pas le premier, malheureusement. Mais en fait, ces deux films, en tout cas, étaient assez personnels. Je me suis rendu compte un peu après coup de la responsabilité que j'avais par rapport à ma famille, du fait que ça pouvait leur faire du mal, ou en tout cas les bousculer, on va dire. Du fait que moi, j'assumais pas forcément d'avoir fait ça, parce que quand on écrit, c'est un truc très intime, très personnel. On écrit pour se libérer de plein de choses, on écrit parce qu'on a besoin d'écrire, on écrit parce qu'on a envie d'en faire son métier, mais on se rend pas du tout compte de l'effet que ça va produire. Voilà. Et donc, ça, je trouvais ça très intéressant. Et dans l'œuvre de Philippe Roth, il travaille beaucoup ça. Et cette phrase, évidemment, elle faisait écho à ce que j'avais vécu. Et je trouvais surtout qu'elle était drôle. Elle est très drôle. Évidemment, c'est une sentence assez violente. Et j'avais envie de mettre le personnage dans une situation vraiment périlleuse où il a l'impression, un peu comme les pensées... Parfois, on a des pensées, quand on est petit, les pensées magiques. On pense, si je perdais, peut-être que mes parents vont mourir et tout le monde sera très triste pour moi. Ce genre de pensées magiques, je crois que tout le monde les a eues. Et on est terrifié à l'idée que ça se réalise. Et la fiction, c'est une libération de tout un tas de délires, de pensées magiques. Et je voulais que lui soit vraiment pris là-dedans avec la peur, panique de ce que sa fiction peut créer dans le vrai monde. Et pour ce film, vous avez réuni une famille de cinéma et d'acteurs.
complètement incroyables. Donc il y a d'abord Ramzy, mais il y a aussi Noémie Lvovsky. Il y a les parents, j'ai noté parce que je connais pas Abel Zamani et Tassadit Manli. les parents qui sont incroyables. Enfin, les parents, pas les parents du premier quart d'heure, qui est une fiction, qui est sa fiction. Il y a Lies Salem qui joue Rachid, le héros de Colaboa. Oui, parce que Koh-Lanta ne m'a pas donné l'autorisation d'utiliser sa marque, alors que le prix Goncourt m'a donné l'autorisation. Ah oui, c'est vrai. Il faut une autorisation. L'appeler le prix Goncourt mais oui, il aurait fallu que je change mon fusil d'épaule, mais le prix Goncourt a accepté. Et Koh-Lanta n'a pas accepté, donc on a fait avec. Et donc, vous avez réuni une sorte de famille d'acteurs, une famille dont vous seriez la mère potentielle. J'ai oublié Vima Laponce, qui était aussi avec Ramzy Bedia dans votre premier film. Oui, et qui était dans mon court-métrage avec Bruno Podalides. Donc j'ai fait tous mes films avec Vimala. Et donc, comment est-ce que vous les avez choisis? Comment vous avez créé cette famille, que ce soit une famille de comédie, mais aussi une famille émouvante, parce ils ont tous les deux, les deux caractéristiques. Les deux caractéristiques, c'est l'idée du film. Mais oui, c'était assez joyeux, parce que moi, ce que j'aime vraiment, c'est les rencontres et puis se sentir bien avec les acteurs avec qui on travaille. Et j'ai eu cette chance, en tout cas sur tout ce qui est la famille. Oui, il y avait beaucoup de gens que je connaissais et auxquels je pensais déjà à l'écriture. Bon, Ramzy, j'ai écrit pour lui. Et puis après, très vite, je voulais qu'il y ait une famille très hétéroclite, aussi pour qu'on se rende compte à quel point dans une famille, il y a des gens très, très différents. Et enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et je trouvais ça intéressant. Comme, voilà, il y a toujours un truc avec la définition d'une famille arabe particulièrement, ou d'une famille d'origine immigrée. Dès qu'on a un peu une étiquette, on imagine un truc un peu uniforme, alors qu'en fait, dans toutes les familles, qu'elles soient d'origine franco-française ou d'origine multiple et variée, il y a toujours des gens qui sont tous très différents, qui ont une façon différente d'investir leur identité. Et donc, voilà, ça s'est fait vraiment comme ça. Je connaissais Oussama, qui joue le frère boulanger, avec qui j'avais fait une série que j'adorais, avec qui j'avais fait La lutte des classes aussi. Caroline Julienne Guyenne, elle est metteuse en scène de théâtre, et je l'avais vue à la fin d'une de ses pièces qui s'appelle Saigon, que j'avais adorée. J'étais folle d'elle, et elle n'est pas d'origine algérienne, elle est d'origine vietnamienne, mais je me disais, allez, ça colle. Elle a un truc proche de Ramzy, elle est grande, elle est élancée, alors que la vraie sœur de Ramzy, elle lui ressemble pas du tout physiquement. Pourtant, c'est sa vraie sœur. Et donc, toute cette famille, ça marchait voilà, ça s'est fait au feeling, en fait. Et vous n'hésitez pas aussi à poser des questions, mais c'est vrai que comme on a beaucoup de lumière dans les yeux, pas, on ne voit pas si quelqu'un a une question à poser. Je vous le dis, c'est pas par... Et en tout cas, Ramzy, vous avez écrit pour lui. Hein. Oui, j'ai écrit pour lui parce que je l'ai rencontré à l'occasion de mon premier film, où il jouait le papa de Vimala, et non pas son amant, comme dans ce film. Mais parce que c'était un film sur 20 ans, donc il le jouait jeune, il le jouait plus vieux. Et j'étais... Voilà, moi, je connaissais Ramzy dans H, dans ses sketchs et tout, parce que c'est ma génération. Je l'adorais. Je me suis dit, il avait déjà fait des rôles un peu plus sérieux dans des films d'auteur, et je me suis dit, non, mais il est méga sincère, il peut incarner ce père. Je l'ai contacté, il était génial. Mais après, quand j'ai tourné avec lui, vraiment, je me suis dit, je suis bouleversée par ce qu'il propose, en fait. Parce qu'en plus du côté comédie, il a vraiment enfin, je sais pas comment dire, il a une humanité, en fait, une tension dramatique. C'est quelqu'un, comme beaucoup de gens qui font rire, qui est aussi très sensible. Il y a quelque chose en lui, il y a une fêlure, il y a quelque chose d'abîmé qui transparaît, je trouve, sur toutes les scènes. Et en tout cas, ça, il était d'accord pour me le donner. Assez vite, je lui ai parlé du projet.
Mais ce projet a mis 7 ans à éclore parce que je n'avais pas de producteur et que j'ai trouvé un producteur il y a 3 ans seulement. Mais je lui en avais parlé il y a 7 ans et il m'avait promis de le faire et il l'a fait. Et vous ne trouveriez pas de producteur? Parce que qu'est-ce que reprochaient les financiers au film? Qu'est-ce qui ne leur plaisait pas? Est-ce que c'est parce qu'il était politiquement trop incorrect ou C'était qu'est-ce très que vous avez entendu C'est intéressant comme question parce que c'est hyper complexe. C'est-à-dire que nous, entre nous et l'argent pour faire un film, il y a on doit s'adresser à un producteur. Et les producteurs, il y en a plein. Mais en même temps, c'est aussi des développements, des coups de cœur. Les producteurs, ils viennent pour un projet, mais aussi, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'ils aient envie de travailler avec nous. Donc, je l'ai pas fait lire tant que ça, en fait, parce que au départ, moi, j'étais avec des producteurs avec qui je fais mon prochain, parce qu'on a fini par signer sur un film avant que je signe celui-là. Et il est toujours pas fait, ce film. Donc, c'était les producteurs de mon premier film. Ils m'ont dit, on veut pas faire ça. Je vais dire les choses de façon un peu crue. Hein. Ils m'ont dit, on veut pas faire ça parce que mon premier film avait pas trop marché. C'était sur une famille d'Arabes. Ils m'ont dit, bon, ça marche pas très bien. En gros, ça rapportait pas trop il y a 7-8 ans, les Arabes. Je suis désolée de le dire comme ça, hein, c'est un peu cru, mais c'est vrai. Ils m'ont dit, fais un autre film avant qui parle d'autre chose. Et puis, j'ai mis vachement longtemps à signer, à trouver une autre histoire. Et finalement, il y a des gens qui ont aimé cette histoire, que j'ai croisée pour autre chose. J'aurais dit, ben, j'ai ce film. À chaque fois que je voyais des producteurs pour d'autres choses, je leur disais, ben, j'ai ce film que j'aimerais faire. Et eux, ils ont dit banco. C'est Stéphanie Berman et Alexis Duguerian de chez Domino. Et là, c'est une joie folle, hein, quand on a un désir vraiment d'écrire quelque chose. On sent qu'on a un film dans les tripes. On ne sait pas trop expliquer pourquoi. C'est pas méga commercial, mais ça va se faire. Quand on a des producteurs pour nous accompagner, tout devient possible, quoi. Ça, c'est pas méga commercial, mais ça reste une comédie à la base. Donc, Oui, mais dans l'idée générale de qu'est-ce que ça allait être, c'était pas évident. Parce que déjà, un écrivain, c'est un peu un télo. Bon, le film, il n'est pas un télo, je crois. Mais un écrivain, c'est un peu une idée d'un télo. Puis si j'en avais fait un cinéaste, c'est un peu un film du cinéma sur le cinéma. Ça, aucun producteur veut faire ça. L'écriture, c'est un peu abstrait. Une famille d'Arabes, c'est un peu clivant, on va dire. Les publicitaires diraient clivant. Parce que est-ce que les familles... évidemment que c'est une famille comme les autres. Et j'espère, en tout cas, tout le film parle de cette question de l'universalité. Toutes les familles se ressemblent et cette famille a ses particularités, mais ça pourrait être n'importe quelle famille. Mais est-ce que les familles françaises multiples et variées vont avoir envie d'aller voir ce film, de se reconnaître dans cette famille de Marseille, d'origine algérienne? C'est-à-dire que des fois, on a besoin, pour parler au plus grand nombre, de parler vraiment de son expérience personnelle, d'aller vers l'intime. Mais on ne sait pas si ça va traverser le voile, si ça va toucher les autres. Et les producteurs, ils ne le savent pas non plus. Et tant que ce n'est pas écrit, ils jugent sur des éléments marketing, parce que le marché aussi au cinéma est très dur. Tout ne fonctionne pas. Oui, mais c'est aussi peut-être ce dont parle le film. C'est pas uniquement, c'est pas uniquement la description d'une famille arabe. C'est la description surtout de quelqu'un qui va réussir. Est-ce qu'il est légitime? Il y a aussi une question de légitimité dans la réussite de transfuge de classe, comme on dirait, oui. Qui est complètement universelle en fait. Complètement. C'est-à-dire que c'est aussi, je pense, que c'est une question pour tout le monde. C'est-à-dire que on part d'un endroit, quel qu'il soit, sauf que moi, dans un film, je suis obligée de le définir, cet endroit. Donc, je choisis cette famille parce que peut-être c'est une famille que je connais, mais je pourrais choisir n'importe quelle famille. On part d'un endroit et puis quand on est on a envie d'aller ailleurs. On a envie de vivre sa vie, d'être indépendant et en même temps parfois de changer de classe, parfois de changer de pensée, parfois de changer de religion, parfois de changer, peu importe. On a envie d'accomplir un destin. Comment on fait ça? Et comment on fait ça si on aime tendrement sa famille pour ne pas trahir cette famille? C'est aussi la question, quoi. Est-ce qu'on peut
est-ce que quand on change, on a encore des points de liaison avec sa famille? Est-ce qu'on les trahit? Est-ce qu'on les vole? En tout cas, quand on est un notaire aussi. Parce que lui, il a l'impression de voler leur histoire. Les auteurs sont des vampires aussi. Ils volent un peu les histoires des autres. Juste un témoignage, ce film nous a bien détendus, bien distraits. Ah, tant mieux. Et on a quand même beaucoup ri. Alors, s'il y a des questions dans la salle, allez-y. Bonsoir Baya. Alors, j'ai eu le plaisir de revoir le film, parce que je l'ai déjà vu il y a quelques mois. J'ai pris un immense plaisir, véritablement. Et je voudrais juste, si on pouvait parler un tout petit peu de la scène finale, qui est la scène de la révélation de chacun, où on sent que chacun enfouit beaucoup de secrets, il y a beaucoup de douleur. Et finalement, cette mère qui est absolument sublime, qui est jouée par Tassila Mandit, qui, mine de rien, il ne se passe rien, il n'y a pas de drame, il y a pas de. Et j'adore cette scène, je trouve qu'elle est très emblématique, elle représente parfaitement ce que j'ai l'impression que vous avez voulu dire dans le film. Si vous pouvez juste nous en parler, nous dire si ça a été compliqué, ou si au final il y avait aussi ce soulagement dans le tournage à ce moment-là. Merci pour cette question. En fait, c'est vrai que c'est un film qui ne veut pas prendre parti sur est-ce que c'est bien de dire à ses parents les choses, ou est-ce que c'est bien de mentir, ou est-ce que c'est bien de dire la vérité. J'ai pas du tout envie de prendre parti et de me dire, parce que je crois au mensonge et je crois à la vérité. Si on a besoin de dire, ou que la personne a besoin d'entendre, c'est bien. Mais si on peut pas écouter, ou si on peut pas dire, c'est bien aussi. Ce qui compte, c'est que ça marche, quoi. Donc, du coup, j'étais un peu emmerdée avec cette scène parce que je voulais pas du tout en faire une leçon de morale, de dire il faut tout avouer, ou il faut qu'elle entende, il faut... bon. Donc, j'ai essayé juste de me dire, voilà, je suis dans... C'est quoi leur caractère? Qu'est-ce qu'ils feraient? Eux, à un moment, Youssef leur donne la possibilité de dire. Donc, ils disent parce qu'ils n'ont plus le choix et parce que ça leur fait du bien. Mais elle peut pas entendre. Et en même temps, je trouve qu'elle leur donne quand même elle leur donne la possibilité de continuer à exister. C'est juste qu'elle peut pas entendre. Donc, elle parle de la salade de melon. Et je trouvais que c'était une belle déclaration d'amour à ses enfants aussi. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas en parler. Elle ne peut pas en parler, mais on comprend qu'elle le sait. Oui. Elle le savait peut-être déjà bien avant. Mais jamais elle en parlera. Ce serait une violence si ses enfants... la pousser à en parler. Après, j'ai eu des témoignages hyper beaux, notamment il y a un acteur que j'ai choisi un peu sur casting vidéo, par hasard, que je connaissais pas, qui joue le frère homo dans le roman, qui devient la sœur, qui m'a dit qu'il avait vécu exactement toutes les situations telles quelles dans sa vie, parce que lui, il est d'origine marocaine. Et à un moment, son père est mort, et à un moment, il a fait ce coming out alors qu'il vivait en colocation. Il m'a dit, mais vraiment, c'est mot pour mot ce truc-là. Quand il a tourné le film, il n'avait pas lu le scénar. Il me dit, c'est quoi le truc? Je lui raconte. Il me dit, attends, mais c'est exactement ma vie. Et il me l'a re-raconté depuis. C'est un peu hallucinant. Il a vraiment vécu en colocation et il a vraiment avoué à sa mère. Et sa mère a vraiment fait comme si de rien n'était. Et ça m'a beaucoup touchée de savoir que c'était vrai, parce qu'il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles avaient vécu en colocation. Donc, ça m'a beaucoup touchée, cette chose-là. Parce que finalement, peu importe, à partir du moment où les parents acceptent le colocataire, ça revient au même, finalement. Enfin, je sais pas, j'ai pas de leçon à donner sur ce sujet-là, mais voilà. On peut le voir aussi comme une réconciliation entre frères et sœurs, puisque la mort du père les a quand même un peu éloignés. Enfin, en tout cas, ils ont viré Youssef, qui était censé, qui portait la culpabilité. Oui, c'est vrai qu'ils ont tous des choses à cacher, quels qu'ils soient. Enfin, sauf ce pauvre, oui. cet amour de boulanger que j'ai décidé qui a une vie ennuyeuse. Juste son pain est pas très bon, mais bon, je fais une comédie, pardon, hein, désolée. Je suis sûre qu'il a des secrets aussi, ce boulanger. Mais c'est vrai que j'aimais bien ce truc oui, ils se réconcilient là-dessus, ouais. Ils se font du bien et ils se font du mal. C'est-à-dire qu'on le déteste parce qu'il a dégoupillé une grenade, mais en même temps,
ça fait aussi du bien quand la grenade se dégoupille. Il faut toujours quelqu'un pour sortir les... Et puis lui, moi, j'aime bien aussi sa joyeuse... sa joie à mentir. J'adore. Enfin, en tout cas, c'était un grand plaisir pour moi, l'idée que se soit totalement inventé une vie alors qu'il a pas tant besoin que ça. Mais finalement, c'est ça aussi la liberté. Il a une double vie et ça fait vachement rêver. Il y avait une scène avec Caroline que j'ai dû couper pour des questions multiples et variées de budget. Mais Caroline existait à un moment. Il lui demandait de mentir, de rappeler sa mère pour lui dire que ça allait bien, qu'ils habitaient ensemble et tout. Et elle finissait par lui dire qu'elle était enceinte, prise dans les pleurs de la mère et tout ça. Et ensuite, ça tournait très mal. Il fallait qu'il nie et qu'il dise qu'elle avait une... Bon, bref, j'ai coupé cette scène. La regrettée Caroline. Et d'ailleurs, ça me fait penser, comme c'est une comédie, le rythme est vraiment hyper important. Donc, ça veut dire un long travail d'écriture, un gros travail au tournage avec les acteurs et ensuite un gros travail au montage. Absolument. Oui, parce qu'il y a un gros travail d'écriture, effectivement, de rythme, ça c'est sûr. Pardon ? Comment ? Pardon, vous vouliez dire quelque chose ? Ah mince, il parle en dormant, c'est pas mal. Il faut qu'on se teste tous, on entendra des petits secrets peut-être. C'est tellement intime de s'endormir en plus. Oui, non, mais oui, l'écriture c'est vraiment très important pour le rythme. Et avec Michel, on aime bien que ça balance au niveau des dialogues. Et après, derrière, au tournage, moi, ce que je fais, c'est qu'on fait des lectures, beaucoup, pour essayer de pousser le rythme le plus possible, que tu vois, qu'on enlève tout ce qui est inutile, que ça aille vite, etc. On rajoute parfois des dialogues où on en enlève pour que ça file. Et en fait, le vrai gros travail de rythme et de montage, beaucoup, parce que je travaille avec une monteuse qui s'appelle Monica Coleman, qui est une meuf merveilleuse et qui est sans pitié pour la redite. Enfin, on a des débats. Pour moi, c'est un plaisir aussi de couper des fois parce que ça allège les choses. Tout ce qui n'est pas dit, qu'on a tourné mais qui n'est pas dit dans le film, parfois ça reste, on n'a pas besoin que ce soit dit. Donc oui, le film, il durait... j'ai coupé au moins 10 séquences, par exemple. Mais j'aime bien tourner gras pour ensuite pouvoir inventer une histoire qui n'a rien à voir. Donc, je tourne vraiment gras. Et par exemple, la dernière scène du carnet... Merci. J'aime bien le gras, globalement. Bah oui, c'est un truc de boucher. Après, tu dégraisses, tu fais ton petit... Et ta petite escalope. Et c'est vrai que dans le film... oui, par exemple, la scène du carnet, je savais qu'elle était... elle est poétique, elle est pas réaliste. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un va accepter? Elle était au milieu du scénario, puis elle s'est déplacée tout le temps. Puis après, il y a des gens qui me disaient coupe là parce que... Mais je savais que je voulais la tourner, donc je l'ai tournée parce que pour moi, elle représentait quelque chose de la malédiction de l'écriture. Je savais que c'était une image poétique et qu'elle trouverait peut-être jamais sa place dans le film. Et puis finalement, c'était une autre fin, le film. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'était une autre fin. J'ai coupé la fin parce que je ne l'aimais plus. Et du coup, c'est devenu la fin. Alors, je ne sais pas si c'est bien, mais elle me plaît. Voilà. Oui, c'est peut-être là qu'elle était la mieux. Parce qu'elle c'était là qu'elle devait être, mais je n'avais pas pensé à la mettre à l'écriture. Mais parce que, enfin, moi, en tant que spectatrice, quand je la vois, je me dis, bon, est-ce qu'il va écrire finalement son deuxième bouquin, enfin, ou son quatrième si on compte les 2 portraits. Et là, c'est un moyen poétique, voire quasiment comme le père est mort, on pourrait penser que c'est le père qui lui renvoie le... Exactement. Ouais. Il y a des gens qui me disent que c'est sa maîtresse, que c'est Vimala qui est en bas, qui sonne. Il y a plein de gens les gens imaginent... Ce que j'aime bien, c'est que je ne m'attendais pas à ce que plein de gens imaginent un truc réaliste par rapport à ce truc qui est pas réaliste dans les faits. Et puis ça, au cinéma, c'est complexe. Ça peut vraiment
agacer des spectateurs, des choses qui sont pas réalistes. Bon, à nous, ça nous libère, on est content de le faire, on a envie de se dire, le cinéma, c'est l'endroit où on fait ça. C'est l'endroit où on fait ce qu'on veut. Et en même temps, comme on est un peu le cul entre deux chaises, parce qu'on fait croire à des choses, on donne une impression de réalisme, il y a des gens qui sont gênés par ça. Mais c'est toujours intéressant, donc on sait que ça va gêner des gens, mais on le provoque quand même. Mais les 15 premières minutes du film, le roman, elles sont quand même pas très réalistes. Mais c'est oui, mais c'est assumé. un roman. Non, mais c'est complètement assumé aussi. Bah déjà, le choc toxique, c'est une vraie légende urbaine. Enfin, c'est une vraie légende algérienne qui était racontée, qu'une amie m'a racontée. Une amie scénariste, très talentueuse d'ailleurs, qui m'a raconté cette histoire quand je lui ai raconté que j'avais un autre projet sur la sexualité cachée. Et elle m'a raconté ça et c'est resté dans ma tête. C'est-à-dire une légende que les parents racontaient aux enfants. Ouais, qui se racontait un peu d'adolescent à adolescent. Si jamais on couche avec quelqu'un, on peut mourir empoisonné comme ça au moment de l'acte. Oui, en même temps, ça rappelait Paul et Virginie. Paul et Virginie. Ouais. Paul et Virginie, ou le sida. Ou... Ouais. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de la mort qui rôde. La fin, ça aurait pu être aussi dans le carnet. J'avais imaginé qu'elle allait leur faire une révélation, leur dire que leur père, c'était le maître nageur. Ah, j'adore. Ah, j'adore. J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça, mais moi, je savais. En tout cas, j'adore cette idée. Merci, madame. Comme quoi, il y aurait pu avoir plein de fins. Et non, j'ai toujours eu envie. Ça, c'était un peu mon défi personnel, mon petit défi personnel. C'était d'arriver à à émouvoir le spectateur avec une vraie définition de l'Académie française. Messieurs, mesdames. Salaud, salope. Salaud, salaude. Et parce que c'est une vraie définition. Et je crois que, enfin, j'espère, en tout cas, le but, c'est qu'on ait un peu les larmes aux yeux à ce moment-là, quand il transmet un peu cette définition de l'orthographe, l'histoire de l'orthographe française. Et ça, c'était pas facile à la mise en scène, parce que voilà, fallait quand même sortir un peu de... Je voulais vous dire que le mot comédie me gêne presque, parce que j'ai plus souvent eu les larmes aux yeux pendant ce film que vous avez écrit avec vos tripes. Et merci beaucoup. Avec un acteur magnifique qui joue magnifiquement bien. Moi, j'ai été extrêmement touchée. Oui, bien sûr, on a ri quelquefois, mais c'est la dérision dont vous aviez envie, enfin que vous aviez envie de transmettre, cette dérision. Mais ce film est une magnifique poésie et vraiment, félicitations, c'est fantastique. Merci. Merci, ça me touche énormément ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. Oui, et Ramzy est quand même assez... porte le film... Enfin voilà, c'est vraiment un cadeau pour le film. Je pense pas qu'il est... Enfin, je sais pas. Je sais pas s'il a jamais donné ça. En tout cas, je trouve qu'il est exceptionnel. Ah oui, Noémie Lovski est très bien aussi. Oui, elle est solaire et très... Elle n'a pas de limite. Ah, mais merci, ça lui fera plaisir. Je transmettrai tous ces retours aux comédiens. Et il y a quelque chose aussi sur le rythme qui est beaucoup donné par deux choses, c'est-à-dire d'un côté la musique. Vous raconterez comment vous avez choisi le musicien et comment vous avez choisi cette musique qui reste une musique, enfin c'est vraiment un tube, on ressort. Et puis ça accompagne vraiment beaucoup les allers-retours de Ramzy ou de Youssef entre Paris et Port-de-Bouc. Ouais. Alors si tu permets, j'ai envie de redire un truc par rapport à ce qu'a dit la dame sur la comédie, parce que ça me fait réfléchir depuis tout à l'heure, mais ça m'intéresse beaucoup cette question aussi. Non, c'est juste que c'est marrant parce que tout le machin sur
Parce que la comédie, ça peut paraître pas un vrai film, enfin pas bien vu. Je sais pas comment dire. Et oui, voilà. Et moi, je pense que j'ai fait de la comédie par complexe. Comme j'avais pas fait d'école, que je me suis formée sur le tas, que j'avais envie du coup d'avoir enfin voilà, que je pouvais pas avoir la prétention de me dire mon histoire va être géniale, que du coup la comédie c'est un espèce de truc où on rigole et on est tout de suite payé de ce qu'on a fait. On se dit là on sait que le spectateur est content. Enfin, c'est comme un espèce de truc un peu simple et je trouve c'est marrant parce que c'était quand même aussi un travail global. Je sais très bien que effectivement c'est pas qu'une comédie, mais ça m'aide que ce soit une comédie pour me dire au moins on va pas ennuyer les gens. Et en même temps, comme c'est mon deuxième film, j'ai un peu ce recul là-dessus et j'avais envie de prêter ça au personnage de Youssef qui passe son temps à dire et la langue parce qu'il a cette espèce de complexe. C'est-à-dire à la fois il essaye d'amuser les gens et à la fois il peut pas s'empêcher d'attendre qu'on lui dise enfin qu'il est un vrai écrivain et qu'on lui parle de... Et moi, c'est pareil, quand on fait une comédie, les critiques, vraiment, pour le coup, le film, il va pas en festival international, international génial, parce que en fait, il n'est pas dans les codes de ce que c'est la belle mise en scène, parce que ça va trop vite, les plans, ils durent pas assez longtemps. Il y a plein de choses qui... Et donc, en fait, il y a une frustration de ça, en même temps, une incapacité à faire ça, que je trouve hyper intéressante et qui me fait penser à par rapport à ce que vous avez dit, qui est dans le film en fait, qui est le complexe et le contre-complexe, l'envie à la fois d'être reconnu et en même temps l'incapacité à faire les choses. Et pour la musique, très bonne question. J'adore la musique. En fait, je ne voulais pas de musique arabe parce que je trouvais ça cliché. J'avais peur que ça rajoute une... Évidemment, j'ai fait tout le contraire parce que la monteuse m'a fait écouter Bachar Mar Khalifa sur les images quand il prenait le train et tout ça. Et j'ai fait OK. Et en fait, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que c'est moderne. On n'a pas enfin, justement, ça suit sa course en avant, cette espèce d'aller-retour qu'il fait entre ces deux vies, parce que c'est deux géographies, mais c'est aussi deux vies complètement différentes. Donc, c'est des espaces-temps, en fait. Et Bachar, c'est vraiment, je sais pas. En fait, je n'ai pas pu le remplacer. Je lui ai dit au début, je lui ai dit ah non, je te préviens. Elle m'a dit je te préviens, j'ai mis de la musique arabe. Tu m'avais dit non. Je lui ai dit non. Elle me dit non, mais il est libanais. Et voilà. Du coup, après, c'est resté. Et ensuite, il y a Alexandre Saada, qui a fait d'autres musiques aussi en arabe. Et donc, mon film est devenu truffé de musique en arabe classique. Et Alex Saada, c'est celui qui fait la partie toujours sur le même thème, mais quand ça devient un peu plus doux. Oui, plus, en fait, c'est le début dans tout le roman, c'est lui. Ouais. Aussi l'entrée avec le travelling arrière, où on découvre la famille. Donc la musique du générique, là, très rythmée aussi, quand il court... pour aller cacher les livres chez son éditrice. Enfin, en fait, ça s'est mélangé comme ça. C'est les deux. Et Alex Saada, il a fait d'autres musiques de films et c'est un super musicien. C'est au départ un pianiste de jazz. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. J'ai bien aimé votre film dans le cadre du Festival du film de société. Merci. Une question à laquelle j'avais partiellement répondu tout à l'heure, savoir quelle est la part de l'écrit et la part du réel, enfin de l'improvisation. Est-ce que tout est écrit dans les dialogues ou pas? Ah, merci pour cette question. Oui. Pardon, et vous avez fini ou pas? Je vais poser une autre petite question. Enfin, oui. C'est plutôt un commentaire après. Je trouve que la première partie, quand tu as filmé un appartement, quelle caméra vous utilisez? Puisque j'ai trouvé l'image très instable. C'est fatigant à regarder à la limite. Et ça, c'est un commentaire. Instable? Oui, ah oui, dans l'appartement, quand on découvre l'appartement? Probablement, oui. Oui, je comprends. Oui. Alors, je peux vous répondre sur 2 questions. Alors, la première question sur les dialogues. Alors, moi, tout est très écrit. Après, je pense que c'est le genre de la comédie qui demande ça. Pour que ça soit efficace, la comédie, il faut quand même qu'il y ait
des dialogues assez ciselés, etc. Et puis moi, j'aime bien que ça soit très rythmé, que les acteurs jouent très vite. Et ça joue à la fois dans le jeu et dans le montage. Mais par contre, donc en fait, il y a très peu d'impro. Je dirais que les seules impros qu'il y a dans le film, il y en a quelques-unes. C'est Melra qui dit dans la voiture, parce qu'on devait attendre le moment où elle s'arrête, qui était un truc très compliqué, parce qu'il fallait changer de système de caméra pour qu'au moment où elle se gare, il passe de l'énervement à s'embrasser. Et dans ce moment-là, comme c'était pas évident parce qu'on était sur la route, ça durait jamais le même temps. Là, elle est très bonne en plus en impro. Donc là, quand elle dit avec ton critérium clochard, ça c'est elle. Elle ajoute, elle a fait 10 milliards de prises avec des trucs différents parce qu'en fait, il fallait qu'elle attende de freiner, qu'il s'engueule le plus possible. Et on savait jamais à quel moment on pouvait freiner pour qu'ensuite ils s'embrassent. Donc ça, c'était très important, le timing. Sinon, ça rigole pas. Comme tout est dans la chute, voilà, là, elle a improvisé. Après, tout le reste, il y a eu des impros qui se sont faites en lecture. Et quand on trouvait des choses plus intéressantes que le texte ou qui amélioraient le texte, on les travaillait en lecture. On se disait, tiens, on pourrait ajouter ça. Chacun disait ça. Et ensuite, je le réécrivais. Et ensuite, c'était le texte voilà, qu'ils allaient jouer. Et pour ce qui est de la caméra, je pense que ce que vous avez senti tout à fait justement, c'est que en fait, j'ai tourné tout en vrai scope. La vraie caméra en super scope, en fait, c'est des objectifs qui sont extrêmement lourds. Parce que... alors, j'ai fait ça parce que ce sont des objectifs qui ramènent aussi quelque chose d'une poésie quand même, parce que... les extérieurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais parfois, il y a des halos, c'est un peu déformé sur les côtés. Comme nous, on tourne en numérique, on ne peut plus tourner en film hein, parce que c'est trop cher, trop compliqué. Certains films arrivent à le faire, mais moi, dans mon économie, par rapport au nombre de scènes, de comédiens que j'avais, c'était impossible. Mais je n'avais pas envie qu'on soit dans du numérique un peu désagréable. J'avais envie aussi qu'il y ait un format qui soit très romanesque, puisque c'est un film sur aussi la possibilité de personnages comme ceux-là, qui ont l'air sociaux en général, social, politique, leur capacité, leur possibilité à devenir des personnages romanesques, puisque c'est un écrivain, j'avais envie qu'on aille là-dedans. Et le scope, ça raconte tout de suite une histoire. On est tout de suite dans l'imaginaire. Sauf que à la caméra, c'est extrêmement lourd à porter. Et notamment dans les scènes où il arrive chez lui et où il va découvrir toute sa famille, et que nous, on fait un peu le jeu des 7 erreurs. On se dit, mais c'est qui celui-là? Pourquoi il est maquillé? Et elle, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est qui cette personne? J'avais besoin que ça aille très vite. Et au moment sur le tournage, j'ai dit à mon chef-op, ça va pas assez vite. Il faut que les gens, ils arrivent. Tu vas faire de l'épaule. Sauf que lui, il n'avait pas le matériel. Et donc, il fait de l'épaule avec une... Donc, on était dans un appartement, un vrai HLM de Port-de-Bouc. Donc, pas beaucoup de mètres carrés. Le salon est minuscule. Et tout est fait en plan séquence. Alors, on a coupé dedans après au montage, mais tout est fait en plan séquence avec une caméra très, très lourde à porter et à passer dans tous les sens. Et c'est vrai que parfois, d'ailleurs, à l'image, c'est un peu trop. Mais c'est la scène où c'est compliqué. Et en même temps, j'avais besoin qu'elle soit comme ça, qu'elle soit très, très intense. Parce que j'avais besoin que le spectateur galère, qu'il ait besoin de réfléchir. Bonjour, merci de votre présentation. J'ai envie de savoir le livre. Comment ça s'appelle? Ouais, le choc toxique. Oui, j'ai envie de savoir si ça cisse vraiment le livre. S'il existe ou pas? Oui. Et non, je ne l'ai pas écrit. Alors, je ne l'ai pas écrit, mais en fait, il faut le publier. C'est triste, je devrais le publier. En fait, mes producteurs, à la fête de fin de tournage, ils ont imprimé le scénario entier dans le livre, dans un vrai livre, quoi, le choc toxique, et ils l'ont distribué à toute l'équipe. J'ai trouvé ça trop mignon. Et depuis, il y a plein de gens il y a un certain nombre de personnes qui m'ont dit, est-ce qu'on peut lire le livre? Et j'adorerais l'écrire. Et si quelqu'un veut l'écrire, d'ailleurs, je suis pas contre. Merci pour cette question. Mais en tout cas, je voulais juste revenir, mais c'est pas une question, sur le terme de comédie, parce que c'est vrai que
parfois, on peut trouver que c'est pas noble de faire de la comédie, alors que c'est un genre en soi, et que vous réalisez. Enfin, c'était la même chose pour Je suis à vous tout de suite. C'est des comédies émouvantes, touchantes, et qu'il n'y a aucune. Vous êtes tout à fait légitime à faire de la comédie. Oui, mais... Et la comédie est légitime pour toucher le public et dire des choses plus importantes que simplement... Mais c'est ça, mais en France, je pense que c'est mal... c'est un peu mal aimé, la comédie. Pas mal aimé, parce que les comédies fonctionnent à fond, le public l'adore. Mais en tout cas, est-ce que c'est considéré comme du cinéma, comme une œuvre? Et tout ça, c'est pas évident. Comme une œuvre d'auteur, c'est pas évident. Et c'est vrai que à partir du moment, ce qui n'est pas le cas de toutes les comédies, en tout cas les comédies d'auteur, je pense, ou en tout cas les comédies que j'essaye de faire, que Michel essaye de faire aussi, c'est vraiment des comédies qui sont... Le pitch, c'est du drame, quoi. Les personnages sont dramatiques, les situations sont dramatiques, tout est dramatique. Mais on fait un petit pas de côté. La façon dont on raconte ça, dont on regarde ça, ça devient la comédie parce que le tragicomique, parce que la comédie italienne, parce que la comédie a toujours fait... parce qu'il n'y a rien de plus drôle que des gens qui vont très mal. Mais c'est pas le cas de toutes les comédies. Et c'est vrai qu'en France, c'est un peu mal aimé. Enfin, c'est pas mal aimé, mais c'est pas reconnu pareil. Et donc, en fait, moi, j'ai catégorisé, en fait. C'est catégorisé. Les gens dans des cases. Exactement. Et c'est vrai qu'on a des gros égos. On a des gros égos, nous, les cinéastes. On a envie d'être reconnus. On a envie d'être aimés. On a envie d'être reconnus. Parce que pas que par ego, parce que je pense qu'on prend pas du tout de risque quand on fait un film, mais on y met beaucoup, beaucoup de cœur. Et on se met un peu à nu. Il y a un côté, des fois, je raconte ça, mais parce que pour moi, c'est vraiment ça. Il y a un côté, moi j'ai toujours fait ce cauchemar quand j'étais ado de me réveiller. Enfin, voilà, je suis en retard au lycée, je pars et j'arrive au lycée, tout le monde me regarde et je me rends compte que je suis à poil, j'ai oublié de m'habiller. Et ils me regardent tous et je suis toute nue. Et ça, c'est le cauchemar, mais vraiment cauchemar absolu que j'ai fait pendant des années. Et bizarrement, et pour moi, c'est la même chose quand on fait un film. C'est-à-dire, on croit qu'on maîtrise, on fait ceci, on fait cela. Mais en fait, à un moment, on se retrouve vraiment à poil devant les gens, quoi. Et on se rend pas compte qu'on a fait ça. On s'en rend compte quand tout le monde nous regarde d'une façon bizarre. Fait ah merde, je me suis pas habillée. Et voilà, c'est ça, faire un film aussi. Oui, absolument. Dans le nom oui, on l'a mis en image, Parce que c'est ça sert à ça les films, de mettre ses angoisses et ses peurs à l'image. Mais pour moi, il y a de ça dans de faire un film. Et du coup, oui, il y a aussi ce truc où comme on est à poil, on se demande, on a envie qu'on nous dise que c'est bien. Et c'est vrai que dans la culture et le cinéma, il y a des trucs un peu catégorisés. Et puis on est chic ou on l'est pas, et on s'en rend assez vite compte dans le milieu. Donc, on se rend compte si on est chic ou pas. Voilà. Moi, je suis mi-chic, mais pas tout à fait, vraiment un peu loin quand même. Et c'est vrai qu'on a tous envie d'être un peu chic. Merci, c'est très gentil. Le film sort le 18 janvier, c'est ça? Le 18 janvier. Si ça, voilà. Merci beaucoup pour vos retours, c'était vraiment trop bien. Merci à vous, bonne soirée. Merci pour tes questions.